après ce merveilleux déjeuner que nous a offert la Fédération. Et donc pour une session à la fois psychopathologique et thérapeutique de cet après-midi, qui là encore se clôturera par une table ronde qu'animera le docteur Quénan, qui est urologue à Montpellier, après notre doyen endocrinologue. Nous échappons du champ de la psychiatrie. Et le premier intervenant de l'après-midi, qui traitera de psychosomatique et troubles de la personnalité, est le docteur Claude Smadja, qui est le médecin-chef de l'Institut de psychosomatique de Paris et qui est psychanalyste. Monsieur Smadja. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Alors, le thème psychosomatique et troubles de la personnalité revient à se demander s'il existe des rapports réguliers et constants entre, d'un côté, certaines caractéristiques de la personnalité et, d'un autre côté, certaines maladies somatiques. Cette étude, liant la clinique psychiatrique à la clinique des maladies du corps, a déjà été réalisée aux États-Unis dans les années 1940-1950 et a fait l'objet de plusieurs théorisations psychosomatiques. Les deux principales sont celles de Flander-Denbach et de Franz Alexander. La première était de New York, le second est de Chicago. Pour Denbach, il existe des profils de personnalité dont chacun est corrélé ou peut être corrélé à un certain type de maladie organique. Pour Alexander, chaque conflit psychique, dans sa nature et dans sa structure, est accordé à un type de trouble physiopathologique. C'est ce qu'il a appelé, ce qu'il a développé comme théorie de la spécificité. Spécificité entre un type de conflit psychique et un type de symptômes et de troubles organiques. Par exemple, l'hypertension artérielle serait spécifiquement associée, selon Alexander, à un conflit psychologique dominé par la répression des émotions agressives. L'ulcère gastro-duodénal serait spécifiquement associé à un conflit psychologique déterminé par la répression des tendances à la dépendance affective. Eh bien, ces différentes études de corrélation psychosomatique, avec un trait d'union, ont apporté une grande moisson d'observations cliniques, mais n'ont pas démontré de rapport constant et significatif entre les événements d'ordre psychique et les événements d'ordre somatique. À leur suite, et en Europe, les psychosomaticiens français de l'École de Paris de psychosomatique, c'est-à-dire de l'IPSO, en particulier Pierre Marty, Michel Fin et Michel Demuzan, ont cherché à dépasser les apories des modèles nord-américains et ont conçu une autre approche des rapports psychosomatiques. Pour eux, les maladies organiques et les symptômes du corps ne contractent pas de rapport significatif avec les différents syndromes psychopathologiques, ni avec les différents troubles de la personnalité identifiés par la clinique psychiatrique. Par contre, les relations entre les phénomènes psychiques et les phénomènes somatiques sont interprétées à partir d'une autre grille conceptuelle, celle du fonctionnement mental. Désormais, on ne relie plus une maladie du corps à un trouble spécifique de la personnalité, on l'associe à la qualité du fonctionnement mental du patient. L'ensemble des caractéristiques du fonctionnement mental
qui permet d'apprécier globalement sa qualité fonctionnelle, porte le nom de mentalisation. Alors, je vais vous définir très succinctement ce que nous appelons la mentalisation. Il s'agit d'une notion utilisée classiquement par les psychanalystes psychosomaticiens et qui recouvre tout le champ de l'élaboration psychique. La mentalisation concerne donc principalement l'activité de représentation et l'activité de fantasme de l'individu. Dans la mesure où le travail de liaison des représentations entre elles s'opère dans ce que nous appelons le système préconscient, l'évaluation de la qualité de la mentalisation et celle de la qualité du préconscient sont quasi équivalentes. Je rappelle très succinctement que dans le modèle psychanalytique du fonctionnement psychique, eh bien, le psychisme comprend 3 systèmes qui ont leurs propres règles de fonctionnement: le système conscient, le système préconscient, c'est-à-dire celui qui est apte à devenir conscient, et le système inconscient qui, lui, peut ne jamais devenir ni préconscient ni conscient. Donc, c'est dans le système intermédiaire, celui que nous appelons le système préconscient, que s'opèrent les liaisons entre toutes les représentations psychiques. Pour Pierre Marty, la mentalisation s'apprécie selon 3 axes, chacun représentant l'une des dimensions de l'activité représentative. Donc, l'évaluation clinique, je dirais même microclinique, de la mentalisation, c'est-à-dire de l'activité psychique, de la qualité de l'activité psychique, se fait par un psychanalyste qui va apprécier l'activité à la fois quantitative et surtout qualitative des représentations psychiques. Eh bien, il le fait en suivant 3 critères d'ordre clinique. Le premier, c'est en étudiant l'épaisseur du préconscient, lieu donc de liaison des représentations. Le second critère, c'est en étudiant la fluidité des représentations. Et le troisième, c'est en étudiant la permanence des représentations. L'épaisseur concerne le nombre de couches de représentations accumulées et stratifiées au cours de l'histoire individuelle du malade. La fluidité des représentations concerne la qualité de ces représentations et leur circulation, aussi bien à travers les différentes époques passées qu'à travers l'époque actuelle. Quant à la permanence, aux critères de la permanence des représentations, elle concerne la disponibilité à tout moment de l'ensemble des représentations, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Alors vous voyez que pour apprécier l'activité psychique d'un malade, c'est-à-dire la qualité de sa mentalisation, ça ne se fait pas par une intuition subjective, mais ça se fait d'une façon intégrée à partir de l'examen de tous ces critères qui, rassemblés entre elles, donnent une idée relativement correcte d'un point de vue psychanalytique de la qualité du préconscient, c'est-à-dire de la qualité de la mentalisation. À ces 3 critères, il faut en ajouter un 4e, celui de la domination de l'activité de représentation par le principe de plaisir des plaisirs ou par l'automatisme de répétition. Je m'explique. Il y a des personnes qui se sentent contraintes de penser. Ça les dépasse, ce n'est pas parce que c'est une rêverie et ça leur fait plaisir de penser, elles se sentent contraintes. Eh bien, c'est ce que j'appelle une contrainte liée à un automatisme de répétition. Par contre, l'activité de pensée qui est soumise simplement au principe de plaisir, c'est-à-dire qui s'opère et se développe uniquement sous l'effet et sous la détermination du principe de plaisir, ça, c'est une activité de pensée de bonne qualité. Dans les états traumatiques, par exemple,
le patient, comme vous le savez, eh bien, est contraint de penser et de repenser de façon indéfinie aux mêmes scènes traumatiques. Il ne pense pas volontairement, il est soumis à une contrainte de répétition. C'est une activité de pensée de mauvaise qualité. Le critère de la mentalisation permet de distinguer toutes les variétés d'organisation mentale selon la qualité efficiente de leur fonctionnement, de la qualité la plus élevée à la qualité la moins élevée. Le critère de la mentalisation permet ainsi d'établir une nouvelle classification des organisations mentales, cette fois-ci, comme vous le comprenez, dans un sens vertical et non plus transversal. Vertical, ça veut dire on va classer les organisations psychiques du niveau du plus de mentalisation, de la meilleure mentalisation, au niveau de la moindre mentalisation. Donc, c'est un sens qui est vertical et non plus transversal, c'est-à-dire en relation avec différentes figures de la psychopathologie. Eh bien, la classification psychosomatique, fondée sur le critère de la mentalisation, comprend très schématiquement 3 grandes catégories d'organisation psychique. Ceci est schématique, mais vous le comprendrez bien à partir de la qualité de la mentalisation. Donc, on considère 3 grandes catégories d'organisation psychique d'un point de vue psychosomatique, c'est-à-dire du point de vue des rapports entre chacune de ces organisations et les potentialités de développer une maladie somatique. La première grande catégorie, ce sont les organisations névrotiques ou psychotiques productrices de symptômes. Ce sont des organisations psychiques symptomatiques, c'est-à-dire des organisations psychiques qui produisent des symptômes, que ce soit des symptômes névrotiques ou psychotiques. L'important du point de vue de la mentalisation, c'est qu'elles produisent des symptômes, car les symptômes sont de véritables productions riches du point de vue de l'activité psychique. La deuxième catégorie, ce sont les organisations de caractère. Cette catégorie est très importante. Elle recouvre beaucoup d'organisations psychiques. Ce sont des organisations où dominent non pas les productions psychiques, mais les traits de caractère. Et parmi ces organisations, donc dans ce deuxième chapitre des organisations psychiques de caractère, eh bien, on peut observer des organisations de caractère les mieux mentalisées, c'est-à-dire celles qui se rapprochent le plus de la première catégorie, à des organisations de caractère les moins bien mentalisées, celles qui se rapprochent de la troisième catégorie dont je vais parler. Alors, il faut bien comprendre que lorsque je parle de traits de caractère, comme lorsque je parlais de symptômes, j'en parle du point de vue du fonctionnement mental. C'est-à-dire que ce n'est pas une catégorie qui est liée simplement à l'identification clinique de traits de caractère. Le trait de caractère, du point de vue métapsychologique, donc du point de vue de l'économie psychique, c'est quelque chose qui vient à la place d'un symptôme qui n'a pas pu se former du point de vue psychique. Le trait de caractère, c'est donc une production psychique dégradée par rapport à une activité symptomatique. Le trait de caractère implique toujours une certaine régression d'une représentation vers un objet à une représentation vers soi-même, c'est-à-dire implique toujours une certaine défaillance dans l'économie narcissique. Ça implique toujours un problème d'économie narcissique et de problèmes au niveau du narcissisme. Voilà tout ce qu'implique le trait de caractère, et vous comprendrez alors que quand nous observons un patient qui a une organisation de caractère, eh bien, il est un petit peu plus éloigné de l'organisation première, névrotique ou psychotique à symptômes, du point de vue de la qualité de la mentalisation. La troisième catégorie, ce sont les organisations psychiques de comportement. Là,
nous nous sommes éloignés encore un peu plus de la qualité du travail psychique et nous avons affaire à des patients chez qui dominent les agis, les comportements, et chez qui existe le minimum de travail de pensée, de représentation et d'affect. Eh bien, du premier groupe jusqu'au dernier groupe, nous pouvons, avec une formation psychanalytique et psychosomatique appropriée, avec les critères cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous pouvons nous faire une idée la plus approchante possible de la qualité de l'organisation psychique du point de vue de la mentalisation. Eh bien, des organisations symptomatiques aux organisations de comportement, le niveau de la mentalisation est de plus en plus déficient, ou, si l'on prend les choses à l'envers, nous dirons que le degré de démentalisation est de plus en plus élevé. Si je parle de démentalisation, c'est parce que toute formation psychique, selon notre conception, est capable de se construire ou de se déconstruire, de s'organiser ou de se désorganiser. Et à l'occasion de tous les événements traumatiques que subit un sujet au fil du temps, et de plus en plus au fil du temps, eh bien les événements traumatiques vont régulièrement désorganiser l'activité psychique et l'organisation psychique habituelle du patient. C'est-à-dire que chez un patient relativement jeune, il a une organisation psychique habituelle qui a été le résultat de sa construction psychique. Elle peut être en gros classée dans les 3 catégories que je vous ai données, mais avec le temps, les événements traumatiques, c'est-à-dire souvent des pertes individuelles ou objectales, ces pertes-là répétées vont amener chaque patient à se désorganiser dans des proportions variables, quelle que soit son organisation psychique initiale. C'est pour cela que le processus de démentalisation peut exister dans toutes les catégories psychiques. Mais il n'aura pas le même impact selon qu'on est parti d'une organisation bien mentalisée ou d'une organisation mal mentalisée. Eh bien, historiquement, la notion de démentalisation est associée aux études de psychosomatique. Elle s'est imposée comme objet de travail théorique dans les élaborations des psychosomaticiens dès lors que la conflictualité psychique, s'est trouvée plus ou moins gravement en défaut. Eh bien, cette conflictualité psychique, elle est mise en défaut en général par tout événement traumatique qui peut survenir dans la vie d'un sujet. Je vais aller un peu plus vite pour vous dire que l'intérêt de cette notion de démentalisation, c'est qu'elle nous conduit directement à ce que nous appelons les processus de somatisation. La notion de processus de somatisation. Car plus le travail psychique se défait et devient de plus en plus défaillant, plus les issues extrapsychiques, ça peut être aussi bien des agis psychopathiques, comme on l'a vu tout à l'heure, que des somatisations. Plus ces issues extrapsychiques sont empruntées par les excitations instinctuelles et pulsionnelles. Ceci est l'hypothèse de base du point de vue psychosomatique. Lorsque l'organisation psychique d'un patient se situe essentiellement à l'intérieur du travail psychique, donc des organisations éventuellement à symptômes, eh bien, toutes les excitations instinctuelles et pulsionnelles vont pouvoir se résoudre par des compromis à l'intérieur du travail psychique, à l'intérieur d'un travail de pensée et à l'intérieur d'expressions affectives, émotionnelles. Bien entendu, de la par des actions également, mais des actions qui sont soutenues et supportées par un travail psychique et des intentions psychiques. Par contre, plus on est dans des franges où le travail psychique est déficient, soit qu'il l'est d'origine, soit qu'il l'est devenu à la suite d'une réaction à des situations traumatiques par désorganisation,
plus l'équipement psychique est déficient et plus les issues psychiques à des traumatismes vont emprunter des voies extra-psychiques, soit des agis comportementaux, soit des désorganisations d'ordre somatique. Il existe donc, selon nous, un parallélisme relatif entre le degré de démentalisation et la nature et le degré du processus de somatisation, chez un même sujet et à un moment particulier de son histoire. Autrement dit, l'hypothèse que nous faisons, et qui est vérifiée par plusieurs décennies d'expérience psychosomatique, c'est que la nature et l'intensité d'une somatisation, c'est-à-dire d'une maladie somatique, est relativement fonction, chez le même sujet et à un moment donné de son histoire individuelle, de la qualité de son organisation psychique, c'est-à-dire de sa mentalisation. Le processus de somatisation est une chaîne d'événements psychiques qui participent à la genèse et à l'entretien d'une maladie somatique. Je n'ai pas dit que c'était la cause de la maladie somatique, mais elle intervient dans la chaîne étiologique et éthiopathogénique qui conduit à la maladie somatique. Car il n'y a aucune raison de penser que la fonction psychique ne soit pas, comme toutes les autres fonctions de l'organisme, partie prenante dans tout ce qui arrive au corps, c'est-à-dire à l'organisme. C'est simplement une fonction différente qui évolutivement est apparue la plus tardivement possible par rapport aux autres fonctions, mais qui participe à l'ensemble des régulations de l'organisme, et à ce titre, tout événement somatique fait participer le travail psychique. Eh bien, selon le degré de démentalisation de l'activité psychique, on distingue habituellement deux processus de somatisation. Le processus de somatisation par régression et le processus de somatisation par déliaison pulsionnelle ou par désorganisation. Je vais vous les résumer rapidement. Donc, il existe deux types de processus de somatisation. Le premier est un processus de somatisation que nous appelons par régression, c'est-à-dire que l'activité psychique a régressé, tandis que dans le second processus, l'activité psychique n'a pas régressé, elle s'est désorganisée. C'est un phénomène beaucoup plus grave du point de vue de la qualité de la mentalisation. Le premier, le processus de somatisation par régression, il s'agit d'un processus qui conduit habituellement à des crises somatiques bénignes et réversibles. Ainsi en est-il par exemple des crises d'asthme, des crises céphalalgiques ou rachialgiques, des crises ulcéreuses, colitiques ou des crises hypertensives. Il s'agit de somatisations qui reviennent souvent chez le même malade selon la même forme. Le malade se plaint depuis toujours de symptômes colitiques ou bien un autre de symptômes asthmatiques. C'est une forme assez habituelle du patient. Ces somatisations surviennent en général chez des sujets dont le fonctionnement psychique est organisé sur un mode névrotico-normal. Autrement dit, chacun d'entre nous, évidemment, peut souffrir tout au long de sa vie de ce genre de symptômes. Leur mentalisation est habituellement satisfaisante ou peu altérée. Ici, les somatisations surviennent au décours de variations du fonctionnement mental que Pierre Marty appelait l'irrégularité du fonctionnement mental. C'est-à-dire que c'est à l'occasion d'un changement de régime du fonctionnement mental habituel du patient, à l'occasion d'un changement de régime souvent dû à un événement traumatique inapproprié, nouveau, le régime change un petit peu, c'est à l'occasion de ces changements que peuvent survenir ces régressions somatiques sous la forme de symptômes somatiques. Le deuxième processus, le processus de somatisation par désorganisation. Il s'agit d'un processus psychique qui aboutit habituellement à des maladies évolutives et graves, pouvant conduire à la mort. Ainsi en est-il en particulier des maladies auto-immunes et des maladies cancéreuses. Ce processus se développe en général chez des sujets
qui présente une organisation soit de caractère, soit de comportement. Vous voyez que là, on est passé dans d'autres organisations habituelles. Donc il survient chez des organisations soit de caractère, soit de comportement, et chez des sujets ayant subi des traumatismes psychiques qui ont ce caractère d'avoir réactivé des blessures narcissiques profondes et précoces. C'est-à-dire que ce sont des traumatismes, et n'importe quoi peut devenir un traumatisme. Une blessure dans le travail, une détérioration dans ses relations à ses proches. Ça peut être aussi d'ailleurs un événement paradoxalement positif. Une promotion professionnelle peut être un vrai traumatisme pour un individu donné. Eh bien, l'important est que cet événement traumatique ait réactivé une blessure narcissique ancienne et précoce. Dans tous les cas, la dimension de perte narcissique est présente et fait le lit d'un trouble de la mentalisation momentanée ou durable, c'est-à-dire une désorganisation. Cette dimension de perte narcissique génère un état de déliaison pulsionnelle qui modifie l'ensemble de l'équilibre psychosomatique du sujet. Au cours de l'évolution, on voit se développer dans un premier temps des modifications psychopathologiques, puis dans un second temps, les modifications physiopathologiques, c'est-à-dire la maladie elle-même. Sur le plan psychique, on observe un certain nombre de symptômes regroupés sous le nom de vie opératoire. Je veux dire que lorsque nous avons affaire à une désorganisation du travail psychique, eh bien, le niveau le plus bas que peut atteindre l'organisation psychique, le fonctionnement psychique, c'est ce que nous appelons le fonctionnement opératoire, c'est-à-dire, pour résumer les choses très vite, une neutralité affective et une conformité de pensée. Neutralité affective, cela veut dire qu'il n'y a plus de fluidité et de diversité affective et émotionnelle en relation avec les situations vécues. Il y a une neutralité, tout est neutre du point de vue affectif. Et quant à la pensée, c'est une pensée essentiellement conformiste, c'est-à-dire que la seule pensée à quoi peut se référer le patient et dont il est capable, c'est une pensée qui est dictée par la collectivité, c'est une pensée de conformisme et non plus du tout une pensée individuelle avec des représentations tout à fait subjectives. Ceci est le niveau le plus bas que peut atteindre une activité psychique démentalisée. Alors, je vais terminer en vous donnant une toute petite vignette clinique en relation avec ce que nous avons entendu ce matin de la part du confrère diabétologue. C'était très intéressant d'entendre parler de diabétiques de niveau 1, de type 1, c'est-à-dire insulinodépendant. Il se trouve que j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans un service de diabétologie et on avait pris l'habitude de travailler avec les médecins de la façon suivante. Chaque fois qu'ils avaient un patient qui leur posait des problèmes, diabétiques bien entendu, je le voyais personnellement à l'IPSO, c'est-à-dire dans un autre lieu que le service hospitalier dans lequel il était suivi. Je faisais une investigation psychosomatique et ensuite, au cours d'un staff commun, les médecins qui s'occupaient de ce patient et moi-même, nous nous rencontrions et nous échangions sur ce que nous connaissions du patient. Eh bien, il se trouve que les patients qui ont établi beaucoup de résistance à leur traitement, comme ceux dont parlait le confrère ce matin, j'ai pu en voir un certain nombre. Et ce qui était intéressant, c'est que pour plusieurs d'entre eux, il est apparu que les états d'hyperglycémie durables étaient souvent utilisés inconsciemment, bien entendu, par le patient. Donc le niveau hyperglycémique et les signes cliniques qui l'accompagnent quand ce niveau est durable étaient utilisés par le patient inconsciemment pour éviter, pour fuir un état de dépression interne, de vide interne du point de vue psychique.
C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé, dans une dysrégulation biologique, un moyen, antidépresseur pourrait-on dire, un moyen de lutter contre l'état de vide psychique. Voilà un exemple de signification inconsciente que l'on peut mettre à profit dans un travail psychothérapique avec un patient dont la compliance, pour le moins qu'on puisse dire, est déficiente. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Smadja, et merci. Et donc, je cède la parole dès maintenant au docteur